Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo et vous sortir du mode pilote automatique au travail, comme dans la vie. Dans ce podcast, on parlera efficacité, bien-être, management, santé mentale, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre quotidien sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, on est parti pour l'épisode pop culture du mois et ce mois-ci j'avais envie d'être hyper dans la tendance puisque fin janvier est sortie la 4e saison des Chroniques de Bridgerton. Je ne sais pas si vous regardez, mais moi je vous avoue que j'ai déjà dévoré les 3 saisons et j'ai pas terminé la 4e, mais je me suis dit tiens, c'est une série qui est quand même hyper intéressante sur aussi son rapport au travail. Alors, je sais que c'est une série qui a eu aussi des critiques, notamment quant à la véracité des informations qu'elle traitait, ou en tout cas les faits historiques. Donc, je sais qu'il y a eu pas mal de critiques sur est-ce que vraiment telle personne peut occuper tel rang à l'époque ou dire telle ou telle chose, etc. Donc, tout n'était pas vraiment exact par rapport aux faits historiques. Mais ici, on va pas trop débattre sur cette véracité historique-là. Mais par contre, je trouve que les Chroniques de Bridgerton vont aussi nous dire pas mal de choses sur le monde du travail. Au-delà du décor très pastel, des robes corsets, des bals, des gâteaux, des scandales, de l'amour, il y a aussi beaucoup de choses qui nous sont dites sur le travail au sein de cette haute société londonienne et aussi sur le rôle de la femme dans cette société. Donc l'idée ici, c'est pas tant de replonger dans l'histoire et de se dire est-ce que cette représentation du travail colle avec le travail de l'époque, mais plutôt de se dire tiens, qu'est-ce que ça nous dit sur le travail aujourd'hui et sur la vision qu'on peut avoir aujourd'hui encore de ce travail et des répercussions que ça a sur nous aujourd'hui dans notre petit quotidien. Même si vous n'avez jamais regardé les Chroniques de Bridgerton, je suis à peu près sûre et certaine que vous savez de quoi je parle parce que c'est une des séries les plus médiatisées sur les réseaux ces dernières années. Mais pour vous faire un rapide petit topo et vous remettre un peu dans le contexte, donc on est dans la haute société londonienne du 19e siècle où on va suivre un peu les familles aisées de la bourgeoisie où l'objectif principal de ces familles, ça va être de trouver un mari pour les filles. C'est à peu près autour de ça que ça tourne. Et donc, on va avoir, en fait, chaque année est une nouvelle saison. Et à chaque nouvelle saison, les jeunes filles vont devoir aller à une série de bals et se comporter d'une certaine manière, etc. pour trouver un mari. L'objectif, c'est qu'à la fin de la saison, elles aient un mari. Donc, on est sur ça, c'est un petit peu le cœur principal. Et puis alors, pourquoi les Chroniques de Bridgerton ? Parce que Bridgerton, c'est une des familles les plus riches de cette haute société londonienne de l'époque. Et donc, on va suivre dans chaque saison un des personnages de cette famille et voir un petit peu la romance qui va émerger pour ce personnage. Oui, il n'y a pas de spoil. Chaque saison, c'est vraiment ça. C'est un personnage qui finit par tomber amoureux et qui se marie. Voilà. Mais il y a plein d'intrigues tout autour de ça. Et on voit aussi évoluer les différents personnages. En dehors aussi de la famille, on voit évoluer les différentes familles aisées de cette société londonienne, etc. Et aussi en trame de fond, on a une espèce de... Je ne sais pas si vous avez regardé la série Gossip Girl, mais c'est un petit peu le même délire. On a une Lady Whistledown qui va publier des chroniques où elle va un petit peu raconter les petits ragots et les petits trucs un peu croustillants de la haute société londonienne qui parfois met les gens très mal à l'aise. Dans la première saison, tout le monde se demande c'est qui Lady Whistledown. Nous, on le sait très très vite en tant que spectateur parce qu'à la fin de la première saison, on sait qui c'est. Et pendant les 3 premières saisons, l'idée, ça va être de dévoiler l'identité de cette fameuse lady qui écrit et qui a un certain pouvoir sur la société londonienne également de par ses écrits. J'avais envie de vous parler de cette série parce que, en fait, l'air de rien, on y parle énormément de travail, mais pas spécialement du travail rémunéré comme on l'entend, mais du travail de l'invisible. Et ça, c'est un sujet qui, aujourd'hui, je pense, mérite à être mis sur le devant de la scène aussi. C'est tout ce travail qui est effectué, toutes ces
tâches qui sont effectuées de manière complètement bénévole, complètement gratuite, mais qui s'apparentent quand même à du travail et pas à du temps de vie ou du temps de repos. Et donc, qui vont quand même demander un effort à notre cerveau, à notre corps, mais qui pourtant ne sont pas valorisés comme du travail parce que pas encadrés par un contrat bien déterminé sur un nombre de tâches à effectuer dans un laps de temps donné pour une certaine entreprise, etc. Ce travail-là, aujourd'hui, si on lit pas mal de bouquins, féministes, notamment, je sais que Titou Lecoq ou encore Laetitia Vito sont des autrices qui parlent pas mal de ce travail invisible qu'on peut aussi appeler ce fameux travail domestique. Et je vous propose qu'on en parle grâce à ces fameuses chroniques de Bridgerton aujourd'hui. La série nous plonge dans une époque dans laquelle il y a toujours une véritable scission entre les hommes et les femmes. Les hommes sont au travail et c'est eux qui vont apporter l'argent à la maison. Et les femmes sont aussi au travail, mais c'est un travail qui est domestique et qui du coup n'est absolument pas rémunéré, mais qui est ce travail à la fois d'entretenir la maison, la famille, d'élever les enfants, mais aussi de s'entretenir soi-même. Il y a un vrai travail à être désirable en tant que femme dans cette société qui doit trouver un mari, ça veut dire aussi je dois être mariable et donc être suffisamment désirable, suffisamment jolie, avoir des bonnes manières, être cultivée mais pas trop, savoir se taire, savoir sourire, savoir briller en société, etc. Donc c'est un véritable travail aussi à être désirable et à essayer de trouver un mari. Ce qui est intéressant dans cette vision du travail-là, qui heureusement a évolué aujourd'hui puisque la majorité des femmes sont également au travail, mais en fait, c'est qu'on a évolué partiellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes sont au travail, ont l'accès à l'emploi, à avoir une carrière, etc. Mais par contre, en termes de charge de travail domestique, cet entretien de la maison, des enfants, etc., est encore réparti de manière fort inégalitaire. Ça tend à changer et il y a plein d'hommes aujourd'hui qui s'investissent beaucoup plus dans les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants, etc. Mais on voit encore que cette répartition est assez inégalitaire. Et ça, c'est quelque chose que Laetitia Vito dit et raconte très bien dans son bouquin que je vous inviterai à lire si le sujet vous intéresse, En finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail, où elle va quand même pas mal décortiquer justement ce travail invisible, ce travail domestique qui, lui, n'est pas pris en compte dans notre temps de travail, mais qui pourtant va aussi demander un effort, nous fatiguer, etc. et nous donner moins de temps de repos et moins de temps de liberté, entre guillemets, pour nos loisirs, notre développement personnel, etc. On a aussi une autrice comme Céline Marty qui nous en parle dans son ouvrage Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie anti-productiviste. En fait, ce sont des autrices qui nous disent, tiens, cette vision du travail qu'on a de le travail rémunérateur avec son salaire, etc., régi par un patron, une entreprise, versus tout ce qui se passe en dehors et qui n'est pas considéré comme du travail, c'est une vision qui devrait évoluer, tendre à changer pour pas mal d'auteurs, de philosophes, de chercheurs, etc., parce que justement, ça contribue aussi à cette espèce de fatigue mentale qu'on vit et qu'on subit tous aujourd'hui dans une société qui va toujours trop vite, qui nous en demande toujours plus dans tous les pans de notre vie, mais sans se rendre compte de tout ce qu'elle nous demande aussi en dehors de notre journée de travail classique, entre guillemets, où on va bosser pour une entreprise ou pour nous-mêmes si on est notre propre patron. Ça, c'est la première notion de travail que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui grâce à ces fameuses chroniques de Bridgerton. Et j'avais envie de vous demander, tiens, est-ce que vous aussi, vous sentez ce travail domestique? Est-ce que vous sentez que c'est aussi une charge qui est encore trop difficilement répartie aujourd'hui dans les différents foyers? Comment vous vous sentez? Comment vous vous positionnez par rapport à ce travail domestique? Est-ce que vous pensez aussi que ça devrait faire partie intégrante de notre travail ou qu'on devrait lui donner une autre définition pour le rendre plus visible et peut-être éventuellement le repenser sa place dans notre société aujourd'hui? Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. Lié à ce que je viens de vous dire par rapport à cette scission entre travail domestique et responsabilité à la maison et travail classique, entre guillemets, qui lui est porté par les hommes, c'est cette responsabilité
de l'homme de tout porter en silence. Les hommes sont éduqués dans Bridgerton à prendre la responsabilité de la maison en termes de réputation, de finances, l'avenir de leur sœur, la pression sociale, comment les gens vont percevoir la famille, etc. Donc il y a vraiment ce truc de rôle du patriarche qui est hyper, hyper, hyper puissant et qui laisse du coup très peu de place à l'émotionnel. On porte, on tient, on assume absolument ce rôle-là. Et en fait, c'est une vision, on le voit d'ailleurs dans la saison 2 avec Anthony Bridgerton qui, c'est lui qui va se marier dans la saison 2 et qui refuse l'amour. Et où quand il tombe amoureux de quelqu'un, il va plutôt choisir une autre femme parce que, en fait, l'amour, ça fait peur et c'est une distraction et j'ai pas le temps pour ça, j'ai trop de responsabilités à porter, etc., etc., etc. Donc on voit vraiment un vrai refus d'intégrer l'émotionnel dans sa vie et de vraiment prendre cette responsabilité de la maison hyper fort sur ses épaules. Cet héritage-là, il a encore des répercussions aujourd'hui, à la fois dans le monde professionnel, parce que être un CEO masculin, c'est souvent ça, c'est porter cette image d'un homme qui est solide, qui est stoïque, qui doute jamais, qui va prendre soin de l'entreprise ou de sa famille, qui va porter toute la responsabilité, qui va jamais montrer sa vulnérabilité, ses faiblesses, qui va toujours faire ce fameux fake it until you make it. C'est un peu ce truc de on va faire toujours semblant que tout va bien jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça, en fait, c'est un truc qu'on a gardé, nous, de cet héritage-là et de cette vision très structurée et structurelle de la société, mais qui, je pense, aujourd'hui est hyper épuisante, à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes aussi. Ce truc de devoir toujours être fort, de jamais montrer, de pas faillir, d'avoir cette injonction à vraiment devoir toujours porter sur ses épaules les choses, ça met une pression énorme aussi sur les hommes. Ça peut créer un vrai sentiment de solitude et ça peut pousser à beaucoup de souffrances invisibles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé qu'en 2026, il y aurait au micro du podcast des hommes qui justement essayent de casser ces injonctions-là à la masculinité, qui essayent de montrer qu'il y a un autre chemin aujourd'hui pour pouvoir être un homme tout en exprimant sa vulnérabilité, en se disant j'ai le droit aussi de me reposer sur quelqu'un d'autre, de ne pas toujours tout assumer seul, etc. Et ça, j'avais vraiment envie qu'on en parle cette année sans tabou, parce que je trouve que c'est un héritage qu'on a, et on le voit avec une série comme Bridgerton, c'est ce qu'on nous a appris. C'est une construction sociale qui a été induite par des siècles et des siècles d'apprentissages sociaux, de normes, de codification. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont envie de le déconstruire. Pas tout le monde, évidemment. Mais je pense qu'on est de plus en plus à se dire, tiens, en fait, si on sortait de ce schéma très dichotomique homme-femme avec les fonctions et les injonctions à la masculinité et à la féminité. Et je trouve que une série comme Bridgerton, c'est super intéressant parce que ça nous montre ce reflet-là de la société de l'époque et des répercussions qu'elle a encore aujourd'hui, puisque c'est des rôles qu'on a gardés, ce côté très genré, ce côté très codifié. C'est quand même quelque chose qu'on va encore retrouver aujourd'hui dans notre société, à moindre mesure, certes, mais quand même, c'est toujours là. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis, c'est une série qui, à la fois, s'interroge elle-même sur ça, puisqu'on a le personnage d'Héloïse, qui est un personnage qui, justement, elle se dit « Mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être une femme qui est destinée juste à épouser un homme. Je veux me rebeller, je veux pouvoir penser, je veux pouvoir écrire, je veux pouvoir faire des choses. » Même Lady Whistledown, qui est en fait une jeune femme qui n'a pas de voix dans la société, qui n'est pas entendue et qui décide de prendre ce pouvoir avec un pseudonyme, avec des chroniques, et où là, tout à coup, elle acquiert une certaine visibilité. Elle acquiert aussi une certaine autonomie, puisque financièrement, elle est payée pour que les gens lisent ses papiers, donc elle reçoit de l'argent, elle peut se faire un petit bas de laine, entre guillemets, donc c'est quelqu'un qui travaille pour son autonomisation aussi. Et donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant de le voir dans, tiens, on a des figures dans cette série qui vont un petit peu se rebeller contre cette vision très dichotomique de la société. Cette série, en fait, elle nous permet de questionner le travail sous 3 grands angles d'approche. Le premier, c'est cette fameuse dichotomie entre le travail domestique des femmes versus le travail plus classique et traditionnel des hommes, avec les 2 grandes questions qu'on peut se poser. La première, c'est qu'est-ce que
cette vision du travail qui nous a été inculquée puisque on l'a vécu à une certaine époque, enfin nos ancêtres en tout cas l'ont vécu. Quel résidu est-ce qu'on en a aujourd'hui dans notre société? Puisque oui, on a tous accès au travail, mais est-ce qu'on a vraiment accès au travail de la même manière en tant qu'homme et en tant que femme aujourd'hui dans la société? Quelles sont les inégalités qui persistent encore? Et puis surtout, ce travail domestique, comment peut-on faire pour le valoriser? Puisqu'aujourd'hui, il est encore majoritairement porté par les femmes, même si ça tend à évoluer et qu'on voit une vraie volonté de répartition plus équitable, il y a quand même encore une majorité de travail domestique assumé par la femme. On pourra peut-être parler dans un autre épisode de charge mentale, notamment. Donc, comment on fait aujourd'hui pour que ces résidus-là disparaissent de plus en plus et pour rendre le travail et la répartition du travail entre travail domestique et travail classique entre guillemets, comment on fait pour le rendre plus équitable? Ça, c'est le premier questionnement que j'avais envie de soulever aujourd'hui grâce aux chroniques de Bridgerton. Le deuxième questionnement que ça nous amène, dans la même veine un petit peu, c'est se dire, tiens, aujourd'hui, ça a laissé aussi des traces sur la vision que l'homme a de sa position au travail, de cette importance d'assumer pour l'entièreté du foyer, de ramener l'argent à la maison, d'être celui qui porte et donc de ne pas spécialement pouvoir être vulnérable, exprimer ses émotions, etc. Ce qui va avoir des répercussions sur plein de strates aussi, que ça soit dans son domaine privé, que ça soit dans son domaine familial. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui pour changer cette vision et que cette pression-là qu'on a mis sur les hommes à l'époque, comment on peut faire pour la faire évoluer et qu'aujourd'hui, elle soit peut-être un peu moins forte et un peu mieux répartie. Donc ces deux inégalités-là, qui finalement sont en fait des inégalités dans les deux sens, tant pour les hommes que pour les femmes, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les repenser et les faire évoluer? La troisième réflexion que j'avais envie de soulever aujourd'hui avec vous, c'est cette question de l'ambition et de l'émancipation aussi féminine avec ces femmes qui justement, à un moment donné, vont dire: «J'ai pas envie d'être au crochet de mon mari et donc j'ai aussi envie d'avoir ma liberté financière, mon indépendance, de pouvoir aussi, moi, m'exprimer, parler, écrire, dire des choses, penser par moi-même» et cetera. Et donc cette émancipation-là, elle est hyper intéressante, je trouve, à voir pour 2 raisons. Parce que l'ambition qui est souvent vu comme quelque chose de négatif parce que souvent quand on est ambitieux, on va écraser les autres, on va tout faire pour y arriver, etc. Or, on peut très bien être ambitieux, vouloir plus et mieux pour nous-mêmes sans écraser les autres et tout en respectant aussi ce qui se passe autour de nous, etc. Donc, on peut avoir une ambition qui n'est pas destructrice et qui n'est pas, entre guillemets, arriviste non plus. Donc ça, c'est un truc de, tiens, dédiabolisons un petit peu cette ambition. Et puis surtout, cette ambition, elle est souvent vue comme masculine. C'est souvent un trait de caractère très masculin. Et ici, de voir que des femmes commencent à prendre cette place-là, c'est intéressant. Et ce qui est hyper intéressant dans cette série, c'est de voir notamment la fameuse Lady Whistledown qui, à un moment donné, se retrouve avec un mari. En fait, le premier truc qu'on va voir, c'est que plutôt que d'être fière d'elle, parce que c'est une femme qui, dans une société où la femme, justement, n'a sa place que dans le foyer, réussit à s'émanciper, réussit à gagner de l'argent, réussit à avoir un certain pouvoir dans la société en partant de rien, plutôt que d'être fière d'elle, le premier réflexe de son mari va être d'être jaloux parce que lui n'a pas réussi à faire de telle ou telle manière, etc. Et donc ça, c'est très drôle aussi parce que c'est quelque chose qu'on peut aussi ressentir en tant que femme aujourd'hui quand on est ambitieuse et qu'on accomplit des choses. C'est cette difficulté à trouver parfois un partenaire ou à trouver dans le travail aussi des collègues et des égaux qui vont accepter aussi que cette ambition masculine soit tout à coup féminine aussi et que les femmes aussi aient envie d'accomplir des choses, aient envie de prendre de la place, aient envie d'avoir des postes plus importants, etc., sans qu'il y ait une certaine forme de jalousie qui se mette en place. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque aujourd'hui et qui est, je pense, important aussi à souligner, à se dire, tiens, cette ambition, encore une fois, qui a été très genrée tout au long des époques et des rôles sociaux qu'on a eus dans les différentes époques historiques, aujourd'hui, se dire, tiens, cette ambition, et si on arrêtait de la genrer? Et si c'était OK d'être ambitieux, de vouloir son émancipation, de vouloir accomplir des choses dans sa vie, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, tant qu'on le fait avec bienveillance, sans écraser les autres, sans profiter, sans tricher, sans mentir, évidemment. Moi, je vous encouragerai toujours à être ambitieux, mais en respectant évidemment
les autres. En résumé, ce que j'avais envie de vous montrer avec cette série et ce dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est que derrière les paillettes, les histoires d'amour et la haute société londonienne, ce que nous montre Bridgerton, c'est surtout une vision du travail qui est hyper dichotomique, avec un travail domestique et silencieux, invisibilisé et effectué par les femmes, et un travail classique effectué par les hommes, avec son lot de souffrances des deux côtés, tant pour la femme qui se sent invisible, qui se sent pas écoutée, qui se sent pas comprise et qui ne se sent pas valorisée, et tant pour l'homme qui a une pression phénoménale sur ses épaules et qui a cette impression de devoir toujours tout assumer seul et tout porter pour l'entièreté de la famille. Deux rôles sociaux qui finalement sont hyper pesants tant pour la femme que pour l'homme et dont on voit encore aujourd'hui beaucoup, malheureusement, de résidus dans nos sociétés actuelles. Et puis, ce que nous invite aussi à faire cette série, c'est à repenser notre vision de l'ambition comme non pas masculine, mais comme non genrée, et de se dire, tiens, quelle vision de l'ambition est-ce qu'on pourrait avoir pour que cette ambition, elle soit bénéfique pour nous-mêmes, pour la société, mais pas au détriment, justement, de ces autres. Alors, même si on est loin des corsets, des paillettes et des grands bals de la société londonienne, est-ce que finalement, ces petits résidus-là ne sont pas toujours dans notre société? Et comment est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour se réinventer?